Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce séminaire mobilité à venir en gare. Et on aura pour débattre avec nous 4 personnalités. Merci à elles de nous avoir rejoints. Martin Vanier, il est géographe de l'école d'urbanisme de Paris. C'est un des penseurs effectivement actuels sur ces questions d'espace, d'évolution et de mobilité. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Jean-Pierre Cyrus, il est vice-président transport de la métropole Aix-Marseille-Provence, donc c'est lui qui va nous faire les transports et l'évolution dans cette métropole qui en a grandement besoin, mais la métropole elle-même est un outil, je crois, il nous l'expliquera, de facilitateur des transports pour les organiser. Je crois qu'il y avait 6 ou 7 AOT, il n'y en a plus qu'une, c'est ça ? Et ça devrait normalement mieux marcher, dans toute logique. Et puis on accueille aussi M. Étienne Tricot, qui est président du groupe AREP. Donc vous savez que c'est une filiale de la SNCF il nous le dira mieux que moi, hein, qui construit les gares, qui pense les gares. Donc c'est assez intéressant de voir comment il va nous représenter ces lieux qui sont plus simplement des quais et des rails et quelques boutiques autour. Ça doit être, à mon avis, beaucoup plus compliqué et beaucoup plus intéressant. Et puis, on a M. Thierry Jacquinot, qui est directeur de l'agence Gare Grand Sud SNCF Gare et Connexion. Là aussi, certainement une vision pour ces gares de demain et d'aujourd'hui aussi, certainement. Alors, on va laisser, comme d'habitude, la parole à notre expert pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, on débattra à 4. On va essayer de tenir dans les délais d'1 heure. Donc effectivement, on va voir maintenant, on va se polariser sur ce pôle d'échange au cœur des nouvelles mobilités territoriales. C'est le thème de notre intervention et je vais donc laisser le lead à Monsieur Vanier pour cette présentation. On se permettra peut-être de l'interrompre une fois ou deux, mais on va l'écouter avec grand intérêt et ce sera ensuite la base de nos échanges. Merci. C'est un peu dur parce que je suis entre un historique de la conception des gares, un historique de la gestion des gares, un politique du sujet. Vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour parler gare, pôle d'échange métropolitain et encore moins Saint-Charles, ça vient juste après, mais bon, vous avez bien fait de prendre quelqu'un qui n'est pas spécialiste du sujet. Je vais beaucoup m'inspirer de ce qu'a dit Georges Amar ce matin, parce qu'il y a comme une sorte de posture d'installation de la réflexion. Et je reprends quelques mots. D'ailleurs, les premiers, ce n'est pas les siens, mais c'est ceux de Lorraine Escaradec. La gare, dit-elle en nous accueillant, ce n'est pas un simple objet qui vient en centre-ville et qui fait du transport. Elle ne nous dit pas ce que ça doit être, mais en tout cas, elle nous met en garde. Ça ne peut plus être que ça, ce qui, pour le commun des mortels, est quand même ce qui la définit. Et donc Georges a beaucoup construit toute sa réflexion sur ces mots qui nous empêchent de voir ce qui est en train d'arriver. Le mot gare est-il un mot qui nous empêche de voir ce qui est en train d'arriver? C'est pour ça que je veux faire du Hamar. Et il nous dit ensuite, on ne peut prendre conscience du nouveau que si on prend conscience de l'ancien. Et finalement, Georges, sans savoir ce que tu voulais dire, j'ai construit mon propos exactement sur cette modalité-là. Qu'est-ce que c'était que la gare? J'utilise l'imparfait parce que j'ai l'impression qu'elle n'est déjà plus là pour les fonctions qui étaient les siennes. Et qu'est-ce qui est en train de changer et qui est en train de réinventer quelque chose. En mettant tout de suite en garde par rapport au caractère très tranché du avant-après, parce qu'une dernière chose, tu n'as pas eu la phrase, Georges, mais que tu nous as dit ce matin, c'est que le principe de la mutation aujourd'hui, c'est l'hybridation. Et donc dans l'hybridation, il y aura toujours un peu d'ancien dans le demain, un petit peu de gare dans le pôle d'échange. Bon, on part d'un terme qu'il faut prendre quasiment étymologiquement et on va vers un autre qui est une proposition dans laquelle il faut sans doute éviter de s'engouffrer immédiatement comme si nous avions trouvé la bonne réponse. Georges crée des mots. Là, celui qui nous est proposé, pôle d'échange multimodal. D'ailleurs, tout de suite, j'ai dit, est-ce que le M, c'est vraiment multimodal? C'est métropolitain, on met 2 M. Enfin bon, il n'a pas complètement la poétique de ce que Georges nous proposait ce matin. En tout cas, la gare, c'était une station. C'était pas forcément une gare ferroviaire, ça pouvait être une gare d'eau. Ça avait sans doute d'autres sens dans le vieux français. C'était une station, un point sur un parcours. Le pôle d'échange, c'est un nœud, c'est un carrefour.
C'est pas une station, c'est déjà un changement conséquent. La gare, c'était une halte pour les marchandises et pour les individus. Le pôle, c'est un moment. Alors, plus qu'un lieu de passage, c'est un moment de la journée, c'est un lieu-moment. Là, je refais du Hamar, mais... Voilà. Et enfin, la gare, c'était un quai, et pas forcément des quais ferroviaires. Le principe du quai, il dit assez bien le rapport qu'on a entre le flux et le fixe, entre ce moment où il faut effectivement grouper, dégrouper et transférer d'une mobilité à une autre. Et le pôle, c'est un carrefour. Les termes halte, station, quai sont les mots d'hier. Tant que nous raisonnons la gare avec ces mots-là, nous ne nous prêtons pas à ce qui nous attend ou ce qui est en train d'advenir. Les mots nœud, moment, carrefour sont le minimum et je vais essayer d'en aller en chercher d'autres au fur et à mesure de mon déploiement. Qu'est-ce qui change encore quand on va de l'un à l'autre? Ce qui change fondamentalement, et surtout dans un contexte métropolitain comme celui de Marseille, où à la gare en question, tout le monde sait de laquelle on parle, nous avons des horizons de mobilité extrêmement variés et des modalités de parcours qui consistent aussi bien à venir de l'étranger, de Paris, que de la périphérie métropolitaine, etc., du reste du département, de la région, etc. C'est qu'on avait affaire dans une gare classiquement à des voyageurs en déplacement. C'est ceux qui ont inventé les roulettes, disais-tu, Georges, ce matin. Et nous avons affaire à des métropolitains mobiles. Pas que eux, d'ailleurs, parce qu'effectivement, sur lesquels il y a en réalité une variété de situations de mobilité croissante qui rend le métier sans doute plus compliqué de savoir ce qu'ils demandent et ce qu'on doit leur offrir. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'unité de marché, si on peut dire, le voyageur en déplacement, a volé en éclats et qu'avec Métropolitain Mobile, il faut entendre un tas de choses. On avait un lieu qui n'a eu de cesse, depuis son invention dans la fin de la première moitié du 19e siècle, de se spécialiser sur sa fonction. C'est exactement ce que disait Anne-Laure Caradec ce matin, un simple objet, plutôt un objet simple, aussi simple que possible, qui fait du transport, un lieu donc de spécialisation fonctionnelle et dont on voit que depuis une bonne vingtaine d'années, la RATP n'est pas étrangère à l'affaire d'ailleurs, parce que partageait quelques-unes de ses gares avec la SNCF. Ce lieu a compris qu'il fallait qu'il accepte l'amplification des usages, la diversification, l'accueil des usages paradoxaux. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est un bon endroit pour faire ses courses, se ravitailler en produits de pharmacie, s'arrêter pour lire, laisser son enfant... non pas en gare, mais en crèche, etc. Bref, en tout cas, amplification des usages, et ça, c'est sans doute le basculement le plus conséquent. On savait à quoi la gare était dédiée, et finalement, aujourd'hui, les pratiques sociales réouvrent cet horizon, cette perspective, et je fais du Hamar en disant, surtout, ne nous dépêchons pas de refermer l'interrogation. Nous ne savons pas de quoi demain le pôle d'échange multimodal devra être fait en termes d'usage. Et c'est ce moment-là où nous ne savons pas de quels usages il doit être le pôle qui est précieux. Évidemment, en termes de politique, de choix, de décision pour un VP et plein d'autres, c'est pas très confortable parce qu'il faut quand même qu'ils affichent du programme, de l'investissement, de l'explication, etc., etc. Mais d'un point de vue collectif, c'est quand même là que ça se joue. Et plus les réponses seront rapides, et moins elles auront de chances d'être au rendez-vous du futur. Enfin, c'est ce que j'ai compris du Hamar. Je fais pas une intervention Vanier, je fais un commentaire de celle de ce matin. C'était dans ces conditions un objet technique très contrôlé, et toujours plus sous contrôle et sous l'autorité d'un opérateur unique, hégémonique, monopolistique, et qui a toujours, si je peux me permettre, et sans du tout vouloir être désagréable avec les puissances invitantes, un très grand souci du contrôle de ce lieu. Pour un tas de raisons qu'on peut évidemment comprendre, de sécurité, de fiabilité, de tout ce qui... Et pour les raisons qui sont sur les points 1, 2 ou 3, ça devient un lieu urbain, et par définition, un lieu urbain, pour qu'il y ait de l'urbanité et qu'il ait ce statut de l'urbain, il ne peut être couvert. Il ne peut être fondamentalement qu'un lieu ouvert. Alors c'est un basculement et en même temps la désignation, le repérage de la contradiction majeure qu'il y a à gérer. Comment on continue à avoir une certaine forme de contrôle technique sur l'objet pour des raisons qui permettent de gérer les horaires, les circulations, la sécurité, etc., tout en étant extrêmement soucieux d'ouvrir ce lieu urbain qui n'est donc plus la gare au sens très technique que j'ai évoqué. Je ne sais plus si c'est là où je voulais dire, mais je le signale en passant. Moi, j'ai à un moment donné travaillé avec les collègues de Rovaltin. Le site de développement
économique et 3 petits points, on hésitait à l'époque, économique et autre chose, autour de la gare de Valence TGV. Et le gros problème de Rovaltin, c'est qu'au cœur de cette ZAC de 160 hectares, qui a un potentiel intéressant parce que la gare est multimodale, il y a du TGV et du TER, c'est une gare régionale, une gare nationale, etc., etc. Il y a quand même une sorte de fornox là, avec des grillages, un portique généreux sur les 2 côtés. Vous entrez en gare, là c'est sûr. Vous demandez d'ailleurs s'ils vont vous laisser ressortir, mais bon, franchement, comme transparence et contribution à l'aménagement d'un site avec ses fluidités, ses usages, ses parcours, etc., c'est très rugueux, quoi. Et je croyais entendre le fait que les pauvres aménageurs de la ZAC se heurtaient là à une puissance qui était, elle, obsédée par le contrôle de l'objet technique. La gare, ça s'adossait à une infrastructure très tranchante finalement dans la ville, qui était presque dans la démonstration qu'elle était plus forte que l'urbain, qu'elle allait l'éventrer, le couper, le limiter, en faire une ligne quelque part définitive et par conséquent créer un devant et un derrière. Je ne sais pas, peut-être que d'autres collègues le diront, mais j'ai l'impression qu'on a commencé à penser aux gares traversantes assez récemment dans l'histoire des gares, une histoire séculaire de plus d'un siècle. Le fait de pouvoir passer derrière, parce qu'il y a quelque chose derrière, en tout cas moi dans mon souvenir de jeune voyageur, derrière il n'y avait rien. L'espace technique, logistique, l'espace SNCF lui-même, mais par contre la gare n'avait qu'une façade. Aujourd'hui, la gare, elle est dans quelque chose qui digère l'infrastructure, dessus, dessous, tout ce qu'on peut, etc. Et par conséquent, on redécouvre les quartiers d'arrière-gare, mais d'une façon plus générale aussi, éventuellement ceux de dalle sur l'infrastructure. Le côté digestion de l'infrastructure est tout à fait fondamental pour caractériser ce que c'est qu'un pôle d'échange multimodal. Évidemment, il y a des infrastructures plus digérables que d'autres. Il faut prendre ce terme avec métaphoriquement parfois. Après, on va rentrer dans des choses qui sont peut-être moins matérielles et moins aménagistes, mais qui sont très importantes dans les imaginaires aménageurs, comme disait Yves Chalas. La gare, c'était un lieu de monopole de l'information, où la SNCF vous disait ce qui se passait là, la totalité des choses qui se passaient, et avec la précision dont elle était fière, etc. Et maintenant, ça devient de plus en plus, alors non seulement un lieu où il y a une multitude d'informations, d'opérateurs qui se coordonnent plus ou moins, mais surtout, comme on l'a abondamment vu ce matin, de ce qu'on pourrait appeler, c'est peut-être un peu redondant, je ne sais pas, de navigation augmentée, c'est-à-dire qu'on est là, on se connecte par des écrans, mais on en a d'autres, et sans doute très rapidement, on fabriquera de l'information sur de l'information en grandissant des capacités de choix et de décision. Je vais là, je fais ci, je peux pas, etc. Qui iront beaucoup plus loin que la masse d'informations dont l'opérateur lui-même sera strictement dépositaire. C'est ce qui se passe avec le 2.0, etc. Donc il y a un changement dans le rapport à l'espace en tant que on pourrait dire scène de l'information. L'espace, c'est quand même toujours un espace de signes, etc., etc. La gare, c'est un sacré espace de signes. Il y a beaucoup de signes. Et là, il y a une mutation tout à fait conséquente qui change le rapport à l'information. Dans une société de l'information, ça se pose là. Frappant aussi le fait que la gare c'est voulu, surtout dans les 30 dernières années, le lieu de l'automatisation la plus démonstrative qui soit, parfois aux grandes dames de l'usager habitué à avoir un guichet avec une personne avec une casquette de l'autre côté, et qui se trouve devant des automates, plusieurs types d'automates. Là, ils viennent de les remplacer, d'ailleurs, j'ai remarqué ça. Et ils sont effectivement quand même, quand on a le plaisir de l'automate, parce que moi je pense qu'il y a un certain plaisir de l'automate, une efficacité, une rapidité, assez fasciné par la professionnalisation de l'automatisation. Bon, si demain un pôle d'échange multimodal, c'est un hall d'automates, ça ne va pas le faire, quoi. C'est certain que si c'est un espace public ponctué d'une dizaine ou d'une quinzaine de types d'automates divers et variés qui nous permettent d'obtenir le ticket de, le truc, etc., c'est pas ce qu'on pourrait appeler un espace public. Donc la figure sous-jacente au projet de cet espace, c'est vraisemblablement pas l'automatisation, même si évidemment il n'est pas question de revenir en arrière sur quoi que ce soit, mais sans doute plutôt l'effervescence et le fait qu'ici, il se passe des choses qui ne sont pas automatisables, et que c'est à cette condition qu'on peut parler d'un pôle d'échange. Encore un peu plus loin, vous savez, peut-être c'est très parisien comme réflexion, mais je pense que ça fonctionne dans d'autres gares de province. La gare, c'était l'accès par un faisceau à un lointain, plus ou moins lointain, mais quand on va à la gare de Lyon, et puis il y en a d'autres comme ça,
C'est très net parce qu'il y a des fresques. Il y a beaucoup de gares encore où il y a des fresques de ces lointains. Vous entrez dans la gare et vous entrez dans un imaginaire du voyage parce qu'on vous proposait, fin 19e, les fresques sont généralement 1890, 1920, des fois plus tardivement encore, le dessin, la représentation symbolique, allégorique, cartographique, de là où vous alliez aller. Et donc ce lieu, c'était un endroit où vous entriez dans ce qu'on pourrait appeler un imaginaire du faisceau. D'un faisceau dans le sens de destination, quoi. Avec toutes les lignes, dans la gare des Pas Perdus, à la gare de Lyon, il y a toutes les villes, c'est superbe, il faut un peu lever le nez pour les repérer, mais c'est magnifique, c'est toute la vieille France, des clochers, etc., dans toutes les villes, et puis c'est pareil dans d'autres. Et le pôle d'échange multimodaux, qu'il soit métropolitain, etc., ouvert à 360 degrés dans la ville comme dans ses orientations de mobilité, il est plus dédié à l'imaginaire d'un faisceau, il a besoin, il va sans doute, ou il est déjà en train de fabriquer son propre imaginaire de lieu. C'est-à-dire que l'ambiance qu'on reçoit en rentrant dans une gare et qui était celle d'un certain exotisme, ne peut plus être de la même nature dans un pôle d'échange multimodal parce que ce sont des gammes de destinations tellement variées que c'est plutôt l'ambiance du lieu qui va créer cet imaginaire. Et là, il commence à y avoir des 3 petits points d'ailleurs, ces constats, parce que je ne suis pas certain qu'on ait trouvé encore l'imaginaire du lieu dans le pôle d'échange multimodal dont le nom déjà est assez techno, alors que ces imaginaires pouvaient immédiatement être proposés dans une gare donnant une destination, souvent d'ailleurs adossée à des offres touristiques. Il y a un rapport très très fort en France entre développement touristique, mise en tourisme de la France et gare, et ça alimentait beaucoup ce point 8. Avant-dernier point, la gare était... et c'est encore magnifique, l'expression symbolique de la puissance d'une compagnie. D'ailleurs, il y a une architecture des gares et les spécialistes distinguent très bien quand c'est une gare PLM, quand c'est une gare de telle compagnie, etc., etc. Et c'est vrai aussi pour d'autres opérateurs de transport. Et on voit mal comment un monument de cette dimension peut échapper à une symbolique, c'est-à-dire à porter un modèle et à dire quelque chose d'autre que ceci est un lieu de transport qui a trait à l'entreprise, ses valeurs, etc., sa puissance, etc., etc. Alors là, mes 3 petits points s'accentuent, s'aggravent, parce que je ne sais pas de quoi le pôle d'échange métropolitain peut être la symbolique en tant que monument, hein, en tant que bâti. Peut-être que mon collègue qui est à ma gauche va... Mais pour moi, ça, c'est un enjeu majeur. On voit bien quand on est devant une vieille gare, qu'est-ce que ça a été comme forme de design, même si le mot n'existait pas au 19e siècle. Parce que pour le dire vite, c'est quand même le modèle du capitalisme ferroviaire triomphant. Après, la SNCF, c'est d'accord, mais avant, il y a eu d'abord des opérateurs privés et des investisseurs, et ils le disaient. Je suis puissant, regardez mon beffroi, hein, ma tour de l'horloge, avec toute une mimétique entre la gare, l'hôtel de ville, la gare, le château fort, la gare, la cathédrale, parce que vous avez des nefs. Vous rentrez dans des gares, vous dire il y a Jésus-Christ quelque part. Non, c'est le chef de gare. Bon, alors qu'est-ce qu'on dira quand on rentrera dans des pôles d'échange multimodaux qui auront cette capacité-là? Sinon, sociologiquement, ça c'est pas tout à fait fini. Et dernier point. Eh bien évidemment, c'était, et c'est encore, je mets un peu les pieds dans le plat, l'Empire SNCF. La gare est le lieu de l'Empire SNCF. Moi je trouve que quand on va dans un aéroport, c'est beaucoup moins net. D'abord parce que aéroport de France, aéroport de Paris, aéroport de ceci n'est pas dédié à une compagnie, mais on a l'impression qu'on rentre dans un lieu qui n'est pas préempté par un opérateur, et c'est d'ailleurs tout à fait le cas. On est sous l'empire SNCF, sous un tas d'aspects, y compris nécessaires, je pense aux polices ferroviaires. Et un pôle d'échange multimodal, ça ne peut être qu'un espace de gouvernance multi-acteurs. C'est ça son enjeu, c'est en filigrane dans les 9 points précédents. Là, il y a quand même un sacré job, une autre dimension, elle n'est pas symbolique, elle n'est pas sociologique, elle est politique, et ce n'est pas le moindre des chantiers. Messieurs, à vous. Monsieur Martin Vanier, applaudissements. Merci pour ce brillant tour de piste. Alors quand même, une ou deux questions. En vous écoutant, Martin Vanier, je me disais, il est en train de nous décrire une mini-ville dans la ville. C'est-à-dire que, effectivement, la gare ne sont plus les gares. Ça devient des espèces de lieux de rencontres qui ne sont plus le fait d'un seul opérateur, qui sont des hubs, mais pas simplement des hubs fonctionnels, qui sont des hubs aussi sociologiques en quelque sorte. On a le sentiment pour autant, ces lieux-là, ils vont se faire
sur des gares traditionnelles. Il faut construire le PEM sur la gare. C'est-à-dire qu'il y a une évolution qui est à la fois fonctionnelle, sociologique, presque, comment dirais-je, avec une dimension très humaine. Le géographe que vous êtes, mais aussi l'urbaniste, est-ce que véritablement toutes les gares deviendront des PEM ou c'est simplement les 7-8 grandes gares françaises qui vont jouer ce rôle-là? Est-ce que par exemple la gare de La Ciotat ou la gare de Cannes, quoique peut-être pendant le festival de Cannes c'est un vrai PEM, mais en dehors de ça, est-ce que ce que vous nous décrivez, c'est les grands nœuds d'échanges européens finalement qui vont devenir comme ça ou pas? En faisant ce petit mur d'image là, qui est juste une évocation illustrative, je tombais exactement sur la question que tu poses, parce que des PEM, ils se revendiquent partout. Je crois qu'il y en a un, c'est Quimper. Je crois que le plan, c'est Quimper, mais je ne suis pas certain. En bas à gauche, vous avez une grande gare londonienne, King Cross, il me semble. En bas à droite, une grande gare japonaise. Il y aura dans la famille des pôles la même variété et les mêmes écarts que dans la famille des gares. Parce qu'après tout, on met dans l'objet gare des choses qui sont quand même dans des amplitudes de réalisation, de puissance, d'activité qui sont tout à fait considérables, entre la petite gare rurale, que nous avons tous l'image un peu romantique, là, qui a fermé, et puis la grande gare urbaine, donc ça n'a pas grand-chose à voir. Donc je pense qu'on pourra sans doute tolérer, au nom du pôle d'échange multimodal, des multimodalités simples, relativement restreinte, mais ne pas priver une interco ou une commune d'avoir un discours sur tout ce que je viens de raconter, parce qu'après tout, ça peut être très porteur de projets urbains, etc., sans commencer à leur expliquer qu'ils ne sont pas métropolitains, qu'ils ne sont pas ci, qu'ils ne sont pas ça, et que l'étiquetage est réservé aux happy few qui contrôlent le réseau mondial. Parce qu'en fait, je pense que des PEM dans les espaces périphériques, ruraux, interstitiels, intermétropolitains, il peut y en avoir aussi, mais pas tout à fait la même dimension que les autres. Et ce ne sera pas le trône ou le seul siège du train roi. Ce sera en fait, là encore une fois, toutes les multimodales. Ça veut dire qu'il y a plusieurs modes de mobilité et de transport qui vont pouvoir cohabiter. Donc ça veut dire, est-ce que et ça c'est une question qu'on posera à ces messieurs, mais est-ce que la SNCF, à votre avis, doit lâcher un peu du lest et ouvrir ses gares à l'ensemble des opérateurs, ce qui n'est peut-être pas forcément encore complètement le cas? L'empire SNCF est-il contre-attaque, entre guillemets? La SNCF doit un tas de choses. Moi, je ne peux pas discuter la SNCF, vous vous rendez compte, oui. Mais la SNCF a réinventé la SNCF, oui, assez fondamentalement. J'en discutais encore à midi, je ne dirais pas avec qui, mais dedans, dehors, autour, pour nous. Mais d'une certaine façon, il faudrait peut-être dire les choses comme ça. Il faut que nous, la société française, on réinvente la SNCF. Parce que laisser la SNCF réinventer la SNCF, ça ne va pas être facile. Mais par contre, faire... C'est comme la guerre, il ne faut pas la laisser aux militaires. Oui, c'est un peu ça. Faire que nous, le pays, nous voudrions une société nationale des chemins de fer, mais dont les rôles évoluent, là, j'y crois un peu plus, ouais. D'accord. Merci de donner le tour du débat, Martin. Alors, peut-être ceux qui les construisent, ces gares. Étienne Tricot, vous êtes fondateur et président du directoire d'AREP. D'abord, la vision de Martin Vanier sur cette évolution, ce que sont en train de devenir ces lieux avec une forte identité, il l'a rappelé. Quand vous imaginez effectivement, ou quand vous faites évoluer les gares existantes, est-ce que ces éléments-là, vous les avez en tête, ou vous dites au contraire, voilà dans quelle direction nous, on pense devoir aller? Étienne Tricot. Je pense qu'effectivement, Martin Vanier a tout dit. C'est très difficile derrière d'intervenir parce que tu as développé toutes ces dimensions de ce qu'est la gare aujourd'hui. Moi, je m'accrocherai quand même à deux expressions que tu as employées qui, à mon avis, résument complètement ce que sont les gares devenues. J'ai noté l'amplification des usages et l'effet de lieu. Pour moi, cette notion d'ailleurs de PEM est un peu obsolète. Je pense qu'on a à prendre un peu de recul par rapport à ce qu'est devenu la gare, qui est un lieu qui se transforme en même temps que les usages se transforment, les pratiques de la ville. En fait, c'est ça le sujet. La gare, c'est un lieu de la mobilité, c'est un espace public et c'est au cœur des villes. Et parce que l'usage de la mobilité se transforme, parce que l'espace public, l'usage de l'espace public se transforme, parce que l'usage et la pratique des villes se transforment, les gares se transforment. 2 mots de plus sur ces sujets. La mobilité, alors là aussi c'est difficile d'en parler après Georges Amar et quelques grands pontes de la mobilité, mais la mobilité aujourd'hui est passée, pour faire court,
et pour caricaturer énormément, d'une pratique pour aller d'un lieu d'usage à un autre usage à un usage en lui-même, un mode de vie presque. C'est-à-dire, si on ne voulait pas faire de jeu de mots dans la période actuelle, c'est plus important d'être en marche que de savoir exactement où on va. Mais la question, elle est donc comment je bouge dans la ville et comment je continue à vivre en mouvement. Et alors pour ça, je suis aidé bien sûr par tous les multiples éléments connectés qu'on a sur nous, du smartphone à l'ordi en passant par plein de choses, et aussi dans une sorte d'exigence paradoxale du citadin d'aujourd'hui. Il veut que, alors qu'il va d'un lieu d'usage et d'aménité de la ville à un autre par la mobilité, par le transport, il veut sur son chemin trouver toutes ces aménités. Et donc la ville et la gare au cœur de la ville est ce lieu où le citadin mobile d'aujourd'hui attend de trouver tout ce dont il a besoin. Et donc c'est presque une ville en réduction, si je veux dire. Et du coup, c'est une ville en réduction. Et ça me fait passer au deuxième point, qui est celui de l'espace public. Puisque l'espace public aujourd'hui, c'est l'espace fréquenté par le public. Je pense qu'on a une transformation de la définition de l'espace public aujourd'hui. L'espace public, c'était ces lieux qui étaient faits pour un usage donné, recevant dans un fonctionnement formaté le public à un moment donné. Aujourd'hui, c'est l'espace où se trouve le public. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus public que la gare ? Il n'y a pas. La gare, dans toutes les villes de France où il y a une gare, est le lieu de la ville le plus fréquenté. Et donc, en gros, c'est là que ça se passe. Et donc, ce qui est important, quand on travaille sur les gares, c'est de réfléchir à ce qui est devenu aujourd'hui l'espace public, qui se transforme complètement, qui devient une sorte de réceptacle d'usage hybride, évolutif, souvent temporaire, éphémère. La friche de la Belle de Mai en est un bel exemple de ces usages qui sont en train de s'inventer et qui ne demandent qu'une chose, c'est d'avoir un réceptacle. C'est des usages d'ailleurs qui souvent sont très corrélés là aussi au numérique. On voit qu'il y a une sorte de prolongement des communautés virtuelles vers les communautés physiques. Les gens cherchent à se retrouver parce qu'ils se créent des liens, soit éphémères, soit durables, par l'intermédiaire du numérique. Et donc l'espace public, c'est ça aujourd'hui. Et la gare, c'est ça aussi. Et troisième point, la gare est au cœur de la ville. Et de manière plus globale, la ville aussi se transforme aujourd'hui. Pourquoi on considère tous les géographes, les sociologues, les urbanistes considèrent et constatent aujourd'hui que la gare devient un lieu de régénération de la ville, souvent. Tu parlais de l'arrière de la ville. Voilà, on a tous, dès qu'on emploie le mot quartier de gare, tout le monde part en courant. Au mieux, il a des souvenirs de films noirs qui avec une ambiance assez particulière. Au pire, il a d'autres souvenirs. Et alors qu'aujourd'hui, je parle devant un élu, il n'y a pas une ville qui ne place pas le quartier de la gare au cœur de sa stratégie de reconquête urbaine. Et en même temps, donc, c'est un outil aussi de développement économique, c'est-à-dire autour de la gare, d'ailleurs, l'immobilier n'est jamais Exactement. le plus bas de la ville en général. Hein. Et pourquoi ? Parce qu'on a compris que la ville héritée du XXe siècle était une ville où l'intensité était diffuse, si je puis dire. C'est-à-dire les lieux d'intensité qui étaient le centre commercial, l'université, le centre d'affaires, étaient des lieux éclatés. Et aujourd'hui, on a compris que pour faire de la ville et du dynamisme urbain, on a besoin de réunir tous ces lieux. Et quel endroit mieux que la gare pour les réunir, puisque c'est là que sont les gens par définition. Donc la gare, on le sent, elle est au croisement de l'évolution de ses pratiques. Et c'est ça qui la transforme et qui en fait l'identité de la gare d'aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, Martin parlait effectivement beaucoup aussi d'imaginaire et finalement la symbolique des compagnies, le monument, en quelque sorte, une gare devenue monument. Là, en termes d'identité de la ville, c'est vrai que la gare Saint-Charles, elle ne ressemble pas à la gare de Lyon, la gare de Cannes, elle ne ressemble pas, etc., etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va... Voilà, est-ce que ça va être des symboliques ça va rester des symboliques de ville parce que c'est des lieux où on va, et on ne va pas simplement dans ces lieux-là parce qu'on vient de quelque part et qu'on part. On peut aussi venir dans une gare pour se restaurer, on peut venir dans une gare pour non seulement attendre quelqu'un, mais peut-être
des lieux de destination ou de vie. Une expérience que vous avez menée qui a eu beaucoup de succès, c'est les fameux pianos dans les gares. On s'est aperçu qu'il y a des gens qui viennent spécialement pour jouer au piano, pas simplement parce qu'ils vont prendre un train et qu'ils sont pianistes. Ça veut dire que vous allez continuer quand même à faire vivre ces lieux comme des lieux qui ne sont pas simplement des lieux de départ et d'arrivée. Plusieurs remarques. Une première, oui, le piano. En fait, je pense que le piano, ça a été un révélateur. Moi, je trouve que c'est une expérience extraordinaire. Non pas, alors parce que ça révèle des talents, c'est une très bonne chose, mais surtout, le piano, c'est l'effet que ça produit sur les gens qui sont autour qui est extraordinaire. C'est-à-dire des gens qui n'osaient pas se parler dans notre société corsetée, d'un coup, tac, ils se mettent à parler à leurs voisins et il se passe quelque chose. Et en gros, c'est un phénomène, j'allais dire, qui rend le collectif désirable. Et je pense que c'est ça un enjeu très fort des gares, c'est de transformer l'agoraphobie en agoraphilie, quoi. Comment je me trouve bien avec les autres dans ces lieux. Et je crois que c'est la bonne définition d'un espace public aujourd'hui. Premier point. Deuxième point, parliez des villes. Je suis absolument convaincu dans ta petit kaléidoscope, là, il y avait aussi une gare qu'on a dessinée à Dubaï, là-haut. Et à chaque fois qu'on conçoit comme ça une gare dans un lieu donné, finalement, on comprend que ces usages de la ville dont je parlais, qui sont déterminants sur la manière dont évoluent les gares et leurs espaces, sont des usages qui sont toujours à l'articulation entre le global et le local. Je m'explique. On voit qu'aujourd'hui, les Dubaïotes, les Casablancais ou les Pékinois, pour qui on a dessiné des gares aussi, ont un smartphone et une voiture, et d'une certaine manière, vivent un peu comme vous et moi. Mais d'une autre manière, ils ne vivent pas du tout comme vous et moi, parce qu'ils sont héritiers d'une grande culture urbaine, qui est la leur, qui a été elle-même déterminée par des espaces publics, dans cette magnifique dialectique de la ville où les usages forment les espaces et les espaces forment les usages. Et du coup, on a des gens qui attendent de l'espace public que constitue la gare autre chose, parce qu'ils habitent à Pékin, que les Canois, les Marseillais ou les Parisiens. Et donc, c'est vraiment notre souci quand on travaille sur ces lieux d'essayer de comprendre quelles sont ces racines finalement de la matrice que constitue l'espace public et comment il génère des comportements, des usages, des modes de vie différents pour les transcrire dans un lieu que les gens pourront s'approprier pour vivre là un petit moment de leur quotidien. Alors, ceci dit, quand on regarde l'ensemble de ces sujets-là, on s'aperçoit que, c'est ça, vous l'avez un petit peu décrit, est-ce que c'est le lieu qui crée l'usage ou l'usage qui crée le lieu? Finalement, vous ne savez pas. Ce matin, toute la matinée, on s'est dit que finalement, ce n'était pas très grave de savoir où véritablement on va. L'important, c'est d'y aller, quoi. Je veux dire, bon. Justement, quand vous êtes en conception de ces outils-là, finalement, est-ce que le côté, je dirais pas expérimental, mais le côté en disant, on va faire des choses, on va tester, je pense à ça à cause effectivement du piano, est-ce que vous avez comme ça des nouvelles expériences d'animation que vous avez envie de tenter pour dire, pour que la gare soit un lieu attractif, mais encore une fois, pas simplement par sa fonction, par son côté melting pot, par son côté échange qui passe simplement un échange, on va dire, de destination, qui peut être aussi un échange culturel. Est-ce que vous avez comme ça dans la besace quelques autres tentatives que vous souhaitez pour animer ces lieux-là? Alors, avant de répondre à cette question, juste rebondir sur, on sépare entre la poule et l'œuf, les usages, les fonctions. Il y a, vous savez, là, pour moi, une des plus belles phrases qui a été prononcée sur l'urbanisme, c'est pas par un urbaniste, c'est un politique. C'est Churchill qui disait « We shape the buildings and therefore they shape us ». On peut dire pareil pour les villes. « We shape the cities and therefore they shape us ». Et donc, effectivement, on est toujours dans cet aller-retour entre le lieu où l'on vit et la manière dont on vit. Et alors, nos expériences, on le sait, alors elles sont partagées avec les gens qui nous passent commande, qui sont les exploitants, les gens qui organisent, qui animent, qui programment un certain nombre de fonctions dans les gares en France et à l'étranger. Et on voit effectivement que dans ce mouvement d'évolution des usages, il se crée toute une sorte d'écosystème d'usage dans les gares, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs ce qui se passe des lieux comme ici, ou comme Darwin à Bordeaux, ou comme ces lieux où on sent qu'il y a des pratiques naissantes de la ville
sur le coworking, sur l'articulation entre culture et économie, sur les questions aussi des startups autour des marchés bio, autour d'un certain nombre d'attentes finalement, de comment servir un certain nombre d'attentes des citadins d'aujourd'hui, qu'on retrouve effectivement concentrées dans les gares. Il y a une petite expérience que je trouve très riche en ce moment dans des gares d'Île-de-France, où la SNCF a organisé une espèce de forum de start-up ou de service à la personne, on pourrait le dire au sens très large, qui viennent là, qui se relaient et qui offrent aux voyageurs du quotidien comme ça une manière de leur faciliter la ville et de leur faciliter la vie. Merci bien. Alors on va demander maintenant à Thierry Jacquinot un peu son sentiment, et on va lui passer un micro en même temps, sur ce qu'il vient déjà d'entendre, sur cette déjà première réaction sur la vision de Martin Vanier. Bonjour à tous. Je vais essayer d'illustrer ou peut-être de raconter la même chose, mais sur un modèle, ou en tout cas en ayant un focus sur le modèle économique et sur la façon dont dont hier et aujourd'hui les gares se sont financées. Quand on rappelle que les gares à l'origine ont été construites, financées par ces promoteurs privés qui déployaient des réseaux sur l'ensemble du réseau français, ces bâtiments qui étaient à l'extérieur des villes, pour la plupart à l'origine, et qui étaient l'étendard, le symbole de ces grandes compagnies. Si on se dit maintenant au début du XXe siècle, ces compagnies ont décliné, les gares se sont retrouvées au bord des villes, dans ces fameux quartiers de gare un petit peu délaissés, avec un financement certes qui a été vraisemblablement plus bas et qui ont fait que ces lieux ont un peu décliné et ont gardé leur fonction technique, parce qu'elles avaient quand même beaucoup une fonction technique à l'origine, qui petit à petit, avec l'industrialisation du chemin de fer, a disparu petit à petit dans ces lieux. Et puis les villes ont grandi, continuent de grandir, ont dépassé cette frontière qui sont les voies ferrées. On se retrouve avec des lieux, les gares, en plein centre des centres-villes, qui ont cet avantage extraordinaire d'être reliés à tous les modes de transport lourds. On a peut-être pas assez parlé dans la mobilité dans la ville, c'est peut-être pas non plus le point, mais aujourd'hui on a cette chance en fait d'être connecté dans les gares en mode de transport qui prennent le moins de place aux transportés, ou en tout cas aux personnes en mobilité. Et donc voilà, un outil qui est un vrai support fort au centre-ville, à l'extension des grandes villes, mais comme des petites. Ce n'est pas qu'une question de grandes mégapoles, qui fait que la place est redevenue, la gare est devenue une nouvelle place de centre-ville. C'est toujours une place, on va dire, on va évidemment parler avec M. Cyrus tout à l'heure, mais une grande métropole, son quartier de la gare, c'est un quartier en général très actif, où l'immobilier est à un bon niveau, où on se bat où certaines grandes enseignes de restauration se battent pour être présentes, etc. C'est toujours vrai, ça. C'est de plus en plus vrai. C'est même presque, je pense, au début de ces phénomènes et de ces évolutions. Nous, on dit communément à SNCF Gare et Connexion que la gare, c'est un city booster. Alors, c'est un city booster parce que dans le planning urbain, justement, c'est le seul lieu qui permet, dans les grandes mégapoles, de pouvoir transporter des millions de personnes et de pouvoir concentrer l'ensemble de ces flux. C'est aussi un multiplicateur économique. C'est ce que vous venez de rappeler. En général, quand une gare, en tout cas, on met 1 euro en investissement immobilier dans une gare, voilà, il y en a 4 qui est mis, qui est mis autour de la gare. Et c'est 4 en moyenne. Si on prend Bordeaux, ce qui se passe en ce moment, c'est 30 fois. Quand on met 200 millions dans la gare de Bordeaux, voilà, c'est plus de 30 fois qui sont mis dans le quartier en immobilier dans les 20 prochaines années. Voilà. Donc un vrai développement économique, d'emploi. Donc là, on parle plutôt d'investissement, voilà, qui est plutôt financé aujourd'hui par les pouvoirs publics. On peut le dire de la même manière pour l'exploitation et la vie. On se disait, il y a un côté empire SNCF. C'est pas tout à fait faux. Il est vrai que jusqu'à encore peu, les gares étaient intégralement financées par le système ferré. Et même si aujourd'hui on a une ouverture à la concurrence et qu'on a la chance d'avoir les 4 opérateurs français ferrés qui ont une licence qui desservent la gare de Marseille-Saint-Charles, c'est quand même massivement, globalement, l'opérateur historique qui finance
le lieu de gare. Mais est-ce que l'opérateur historique, il a évidemment compris, mais est-ce qu'il a déjà engagé sa révolution culturelle en disant pour continuer, il faut que tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire qu'à la limite, est-ce que effectivement, pour continuer à avoir des gares utiles, avec des lieux d'effervescence, comme nous les a décrit Martin Vanier, il faut aussi s'adjoindre tout un tas d'outils de mobilité complémentaires à l'outil principal ferroviaire, qui doit être finalement un cœur de métier, mais l'ensemble de solutions à la mobilité doivent converger toujours vers la gare. Est-ce que en fait, finalement, les gares vont s'ouvrir de plus en plus pour passer de l'état de gare à l'état de pôle d'échange métropolitain? Cet échange métropolitain, il faut bien qu'il y ait beaucoup d'opérateurs, une mixité d'opérateurs terrible. Alors, on est à un quart d'heure d'une grande gare qui est la première gare régionale ferroviaire, deuxième gare routière de la région, première station de métro de Marseille. C'est déjà le cas. Je pense que ce mouvement, il a été fait et il se développe de plus en plus. Des projets de pôle d'échange multimodal, même si j'aime pas beaucoup le terme, il y en a beaucoup. On en a. Moi, j'en ai personnellement sur les 2 régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie, plus de 45 qui sont aujourd'hui vivants et qui développent, dont un grand nombre d'ailleurs sur la métropole Aix-Marseille. Mais la mutation, à mon sens, celle-là est en cours. C'est pas celle-là qui est la plus importante. C'est de dire finalement comment ce lieu, et j'aimais bien l'idée, les citoyens vont changer la SNCF. C'est je pense ce qui est en train de se passer. Comment ces lieux petit à petit deviennent indépendants financièrement des transporteurs qui la desservent. C'est ça. Alors on n'y est pas encore. Il y a quelques grandes gares à l'international, les gares du Japon notamment, quelques grandes gares à Paris qui sont autofinancées par leur fonctionnement propre. Mais aujourd'hui, la vie, les usages, les services, les commerces, voilà, aujourd'hui financent, nourrissent, enrichissent la vie du voyage et la vie des gares, ce qui fait que les gares sont devenues un vrai espace de commerce et de service. Elles s'autofinancent de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se dit en termes de financement, dans toutes les gares françaises, donc les 3000 gares que nous gérons à SNCF Gare et Connexion, le revenu tiré des services marchands, commerce et autres a augmenté de 12% en 2 ans, quand la contribution du transporteur ferré au financement des gares a baissé de 5%. Voilà. Donc c'est un mouvement qui est inéluctable, qui permet, qui est une bonne nouvelle pour toutes les autorités organisatrices de mobilité, puisque globalement, voilà, il y a un service qui est offert, il est plébiscité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça crée de la satisfaction, ça crée de la valeur. Donc voilà, la gare est aussi un lieu de création de valeur forte, sur un modèle qui lui est aussi un peu propre, de concentration de flux que l'on retrouve nulle part ailleurs, comme le disait Étienne Tricot, et qui va permettre de petit à petit, quelque part, de continuer à développer et à être le support de l'intermodalité et des mobilités en général des Français, mais pas que. Ce matin, on abordait le sujet en disant finalement la mobilité, ça peut être aussi un outil de plaisir, un outil de bien-être. Là, pour vous aussi, c'est quelque chose que vous avez en permanence en tête en disant le service à l'usager, c'est pas forcément un service d'efficacité. Enfin, bien sûr, c'est un service d'efficacité et de fonctionnalité, mais c'est un service de vie aussi et de bien-être. Moi, je n'ai qu'un driver à mon activité, c'est la satisfaction des utilisateurs de la gare. Que je mesure régulièrement. Voilà. Et quand on parlait du piano, de cet essai qu'on a déployé dans les gares, quand on parle d'un baby-foot qu'on a mis pendant l'Euro, quand on parle de tous ces commerces, de tout le travail que vous voyez aujourd'hui sur la qualité du moment passé en gare, c'est travail que l'on conduit, que l'on amplifie et que l'on adapte en permanence. Ça a été beaucoup dit, je crois, au cours de cette journée, mais les besoins des utilisateurs de gare évoluent à une vitesse de plus en plus incroyable, et quelque part ça demande une capacité d'adaptation, une capacité de création, une capacité d'agilité, voilà, qui est absolument intéressante. Et quand on s'associe par exemple à un campus comme The Camp pour nous aider à innover, à inventer, à être encore plus proche, plus près des besoins des utilisateurs, voilà, c'est ce qu'on cherche à faire, voilà, pour la satisfaction des voyageurs. Et en plus, voilà, quelque part, ça fait de la gare un lieu de création de valeur et de développement des mobilités et des quartiers de gare et des centres-villes en général des grandes métropoles.
Merci beaucoup, Monsieur Jacquinot. Alors, Monsieur Cérus, tout à l'heure, on disait finalement les technologies, les usages façonnent directement nos organisations. Est-ce que le politique, justement, aujourd'hui, son rôle d'anticipation, gouverner, c'est prévoir, à un moment donné, il faut des fois des politiques un peu incitatives pour faire passer le cap en matière de mobilité. La métropole, c'était une de ses vocations premières lors de sa création, entre autres, hein, bien sûr, mais cette notion de transport, vous êtes le vice-président en charge des transports de la métropole, c'était quand même une des grandes fonctions qu'il fallait améliorer. Vous avez lancé un agenda de la mobilité. Vous en êtes où, Monsieur Cérus ? Alors d'abord, je réponds à la première question. Est-ce que la vocation du politique, c'est d'avoir une vision et d'y aller ? Oui, bien sûr. Voilà, ça, c'est clair. Pas de se laisser faire par les usages. Alors, c'est à la fois un élu qui vous parle, un ingénieur, un entrepreneur, puisqu'on est là dans un cercle d'échange. Chacun amène sa propre contribution à la réflexion. Personne n'a raison, personne n'a tort. Donc ce qui est intéressant, c'est de s'écouter et de voir ce qui ressort de ça. Donc là, je joue le rôle, évidemment, ici, sur Aix-Marseille-Provence, de l'élu, et je vais vous, évidemment, répondre à la question où on en est dans la dernière partie de la petite intervention à laquelle je vais me livrer. Mais d'abord, je voudrais insister sur deux sujets, celui de l'organisation du territoire, de cette métropole Aix-Marseille-Provence, et ensuite, je voudrais revenir un instant sur la mobilité, parce qu'il faut comprendre pourquoi l'autorité organisatrice de la mobilité, des transports et des déplacements a développé cet agenda. Alors d'abord, sur Aix-Marseille-Provence. Excusez-moi de vous le dire, mais depuis ce matin, il y a quand même une donnée sur laquelle je voudrais insister, c'est la singularité de chacun des territoires. On ne peut pas parler du pôle d'échange multimodal, on ne peut pas parler de la gare. Il faut parler des pôles multimodaux d'échange de la métropole Aix-Marseille-Provence. 4 fois le territoire en superficie de la métropole parisienne, avec 2 millions d'habitants, des montagnes au milieu, l'étang de Berre, une façade... Bon, donc tout ça va au-delà du comportement des citoyens, des 2 millions de citoyens. Tout cela va façonner ce que nous attendons des pôles d'échange multimodaux ici. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements internationaux, des mouvements globaux. Mais avec ce côté polycentrique, quoi, en quelque sorte. Hein. Je veux dire qu'on est sur une métropole tout à fait singulière. Et donc, on va développer un système de mobilité et donc des pôles d'échange multimodaux tout à fait singuliers. La métropole, ce n'est pas simplement d'organiser le quotidien, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'accompagner le futur, de le prévoir avec une vision. Je dirais même que la vocation de cette métropole, c'est une ambition. Nous nous substituons à 6 territoires qui étaient plus petits, qui avaient tous leur propre projet. Et aujourd'hui, le vrai challenge, non pas des élus, mais des 2 millions de métropolitains, c'est d'avoir une ambition. On la voit se dessiner, cette ambition. Nous sommes la porte sud de l'Europe. Nous sommes un territoire vraiment avec des atouts considérables. On peut aspirer à être une métropole monde et on voit l'évolution des techniques et des comportements. On peut aussi être une smart métropole. Voilà, donc au-delà d'organiser le quotidien, et je suis là avec Yannick Tondu, qui est directeur général adjoint des services de la mobilité et des transports de la métropole, c'est beaucoup de quotidien, hein, c'est des milliers de lignes de transport, etc. Mais vraiment, c'est toujours cette complémentarité entre l'organisation, le présent, le futur immédiat, et puis cette vision, et je crois, cette vocation qu'a la métropole Aix-Marseille-Provence d'accompagner et de fédérer 2 millions d'habitants sur une ambition. Alors, la mobilité dans tout ça, c'est à la fois une condition et c'est finalement presque l'expression de ce comportement métropolitain. Il y a un mot auquel je voudrais associer la mobilité. On a parlé finalement de qualité de vie, on a parlé de beaucoup de concepts. Moi, je voudrais associer à la mobilité la liberté. Moi, j'ai une vision de ce territoire, avec sa vocation d'excellence économique, avec sa vocation de métropole monde, mais de citoyens libres. Et la mobilité est un facteur de liberté. Et le pôle intermodal, le pôle d'échange multimodal, excusez-moi, c'est un lieu évidemment de technicité, c'est un lieu de correspondance, c'est un lieu de choix, c'est un lieu de liberté. Et en particulier en termes de mobilité. Sur un territoire aussi large que le nôtre, aussi vaste que le nôtre, nous avons un projet de 50 pôles intermodaux
pratiquement tous singuliers. Je ne peux pas comparer le pôle majeur qui est la principale gare ici à côté Saint-Charles et puis le pôle d'échange multimodal de Lambesc qui drainera les populations de la Trévarès pour leur permettre d'enfourcher le réseau Métro Express dont je vais parler. Mais je voulais vraiment insister sur cette notion qui pour moi, c'est un avis évidemment, tout ça est propice à l'échange, mais ces lieux seront des lieux d'expression de la citoyenneté, de la liberté, parce qu'ils doivent donner le choix. Monsieur Cyrus, est-ce que, en vous écoutant, est-ce que c'est pas justement de la bonne qualité de la mobilité que va naître réellement la métropole? C'est-à-dire que ça a été une construction qui a été effectivement volontaire. Il y avait une réalité économique, on le sait dans les bassins d'emploi, mais finalement, c'est la mobilité qui va créer la métropole. De manière très simpliste, là aussi, j'enfonce des portes ouvertes, mais il n'existe pas de territoire qui est réussi sans que le sujet de la mobilité et des déplacements, rappelons-nous de la Rome antique, ait été réglé. Et on se sent dans un territoire quand on peut s'y déplacer. Et je rajoute... c'est ma conception, on peut s'y déplacer librement. J'arrive évidemment à votre question, parce que évidemment, là, on échange des idées, on échange des concepts, on échange des points de vue. J'insiste bien sur la nécessité de gérer à la fois la vision, mais également le quotidien. Et là, c'est peut-être presque plus l'ingénieur qui parle. Il y a un problème quand même qui est très concret. C'est que dans les 10 ans qui viennent, ici, sur ce territoire métropolitain, on doit être capable de développer un système de mobilité. 15 lignes métro express, qui seront le cœur des déplacements métropolitains. Aujourd'hui, se font en voiture. 93% se font dans des voitures dans lesquelles il y a 1,3 passagers. 600 000 échanges jour, je crois. Voilà. Dès qu'il y a plus de 5 km, on prend la voiture. On n'a pas le choix, d'ailleurs. Bon. Donc là, il y a un chaînon manquant. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut continuer à améliorer ce qui se passe dans les bassins. Ici à Marseille, à Aix, autour de l'étang de Berre, à Aubagne, à Miramas. Mais le chaînon manquant, et c'est d'ailleurs pour ça que les 7 autorités n'avaient pas la possibilité de résoudre ce chaînon manquant, c'est celui des échanges à l'échelle de la métropole. Bon, donc j'insiste bien, et je reviens évidemment au pôle d'échanges multimodaux, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on est capable, parce que c'est de ça dont nous avons besoin, et de ça dont les 2 millions de citoyens, moi qui occupe mon esprit à chaque minute, ont besoin, dans les moins de 10 ans qui viennent, de développer un système de mobilité métropolitaine qui leur donne le choix. On n'est pas en train de dire on va substituer l'usage de la voiture par des systèmes de transport public. On veut donner à chaque étape d'un déplacement qu'on peut décomposer en 3 parties. D'abord, le rabattement. Comment je vais, si je le souhaite, sur un système à l'échelle de la métropole. Ensuite, comment je me déplace sur ce système métro express. Puis ensuite, le dernier kilomètre, comment j'arrive à ma destination ou comment j'arrive à une autre vocation de mon déplacement. Bon. Ce réseau métro express, 12 lignes par autocar, on l'espère très rapidement fonctionnant au gaz et en ville on développe également la motricité électrique. Je veux dire que c'est la bonne occasion aussi de régler des sujets liés à la qualité de l'air et aux problèmes atmosphériques. On est en plein dedans aujourd'hui, donc on est vraiment très attentif à ça, mais au-delà de ça, 12 lignes par autocar et 3 lignes ferrées. Le réseau Métro Express, c'est 3 idées et surtout 3 critères très clairs. L'amplitude, 5h du matin, 22h le soir. La fréquence, le cadencement. Il faut que ça puisse passer toutes les 10 à 15 minutes au moment où on en a besoin. Et la fiabilité. Et une billetterie unique ? Évidemment, une billetterie unique, mais ça, on avancera assez vite. D'accord. C'est des sujets sur lesquels on devrait, dès le 1er janvier, offrir un pass métropolitain qui couvrira à la fois les systèmes urbains, interurbains et les systèmes de TER. On est d'accord avec la région là-dessus. Je ferme cette parenthèse. Donc pour nous, c'est très concret. Pour que ce système métro express fonctionne, je reviens au pôle d'échanges multimodaux, il faudra 50 pôles d'échanges multimodaux. 50 ? 50. Dans la métropole ? Sur la métropole, si vous avez l'excellent document réalisé avec la gamme d'ailleurs, je pense qu'on aurait pu le projeter si on avait été un petit peu prévoyant, mais je vous l'offre d'ailleurs, comme ça vous l'aurez. Donc vous avez en 2025 le réseau Métro Express avec une 12 lignes par autocar et 3 lignes ferrées. Les lignes ferrées, c'est Aix-Marseille, c'est Aubagne-Marseille et c'est Miramas, Vamp, c'est-à-dire Vitrolles Aéroport, Marseille.
Celles-ci, on pense pouvoir rapidement, le plus rapidement possible, les mettre à ce niveau de contraintes que je viens d'indiquer, de fiabilité, de cadencement et d'amplitude. Le reste, on va le faire par autocar. Et c'est pour ça que je terminerai en revenant sur l'ambition. Ça, c'est ce que nous devons faire. Donc, c'est 40 à 50 pôles d'échange. C'est 300 millions d'euros d'investissement sur des pôles d'échange. Et vous dites échéance 10 ans. Dans les 10 ans qui viennent. Dans les 2025, ça, c'est la configuration. 2025. On ne pourra pas s'arrêter là. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? On fait fonctionner un territoire de 2 millions d'habitants en 2025. Que sera une métropole monde en 2035? Comment, je reviens à Saint-Charles, se rendront les usagers, quels qu'ils soient, voyageurs, touristes, métropolitains, acteurs économiques, comment ils se rendront à l'aéroport? Comment en 2035 on pourra aspirer à être une métropole au monde et comment on réglera ce problème? Donc un transport dédié entre Saint-Charles, l'aéroport et la gare de l'Arbois, par exemple? Écoutez, aujourd'hui, le rôle des élus, c'est évidemment de travailler avec l'ensemble des acteurs. Et je pense que tous a compris à quel point nous étions attachés à ce que d'abord les diagnostics et ensuite les orientations se fassent dans la concertation. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on prenne l'habitude de travailler finalement sur 3 niveaux chronologiques. Le niveau du présent et du futur immédiat que j'ai décrit, la programmation. On est obligé de travailler à 10 ans à l'avance pour savoir où on va. Et excusez-moi, ce matin, je comprends qu'on est là pour échanger, mais pour l'élu que je suis, je peux vous assurer que si on n'a pas une vision très précise de où on veut aller en 2025, quitte à laisser un maximum de souplesse au système. Bienvenue les initiatives privées, les start-up qui rajouteront, tout ça est un système ouvert, le plus libre possible, mais il faut qu'il y ait cette... Il faut quand même écrire la stratégie. Il faut écrire d'abord la programmation à 10 ans et il faut avoir cette ambition et cette capacité. Et là, je sais que j'aurai une oreille attentive, en particulier des architectes, des urbanistes, des GOA. On ne peut que également prendre au fur et à mesure connaissance des évolutions, mais à 10-15 ans. Alors tout à l'heure, vous avez parlé aussi des valeurs qui vous guident. On sait dans le rapport de l'OCDE, qui a été un élément de préfiguration d'ailleurs de la création de la métropole, qu'il y avait des fractures territoriales. Cette métropole, elle est complexe, elle est polycentrique, etc. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, bon, allez, je vais mettre le paquet, alors pardon, on va être très cash, je vais mettre le paquet en termes de desserte sur les zones de développement économique. Je vais faire en sorte que ma ville-centre, elle soit la plus innervée possible avec Aix, Aubagne, etc. Et puis bon, je ne vais pas dire qu'il y a les territoires perdus de la métropole, mais bon, on va d'abord mettre l'accent sur l'économique ou au contraire, vous dites non, pour que j'ai un effet métropolitain, il faut que tout le monde profite de cette mobilité, de cette stratégie. Aucun territoire perdu, j'espère que vous n'attendiez pas à une autre réponse. Bon, néanmoins, après, il faut assumer un certain nombre de choix prioritaires. La priorité, c'est le développement économique, c'est l'attractivité économique, avec évidemment la qualité de vie et la protection de l'environnement, mais il faut qu'à un moment donné, on se mette d'accord sur la priorité des priorités. On a un déficit aujourd'hui de 60 000 emplois pour arriver au niveau auquel Lyon, la deuxième métropole de France doit aspirer. On veut aller plus loin. Donc aujourd'hui, avec la première vice-présidente Martine Vassal, nous avons rédigé simultanément un agenda de la mobilité métropolitaine et un agenda du développement économique. Très clairement, on a des ordres de priorité pour pouvoir rapidement se hisser à un niveau d'attractivité économique qui nous permettra d'accéder aux étapes suivantes. Il n'empêche que ça ne veut absolument pas dire qu'il y a une lecture de ce territoire en disant on ne va travailler que sur les zones économiques. Attention, parce que les zones économiques, elles le sont parce qu'on a des collaborateurs qui viennent, etc. Et tout ça doit fonctionner. Et je pense que très, très clairement, et évidemment après je répondrai aux questions, mais sur ce que je voulais absolument passer comme je dirais, message au titre de l'échange de ce jour, c'est que ces pôles, cet agenda, ces pôles d'échange multimodaux, ils correspondent à une solution
qui est une solution aujourd'hui partagée. Les agences d'urbanisme se sont penchées sur notre métropole, l'ensemble des PDU qui avaient été rédigés dans les différentes EPCI précédents. On s'accorde tous à dire que ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui nous permet de rentrer dans une évolution positive. Maintenant, on restera, et c'est tout l'intérêt d'un agenda par rapport à un schéma ou par rapport à un plan, on restera toujours à l'écoute des évolutions, parce qu'un agenda, les 5 premières années sont très calées, les 5 suivantes sont programmées, puis on a un agenda jusqu'en 2035, il y a des pages encore à écrire en fonction de l'évolution de notre territoire. Monsieur Jean-Pierre Cérus, question désagréable. Vous avez les moyens de faire tout ça ? J'ai entendu dire que la métropole était un peu en déficit, qu'il y avait des petits problèmes de dette, etc. Alors, à question désagréable, réponse, je l'espère, très, très sincère. Bon, d'abord, il ne faut pas tout mélanger. L'endettement, la capacité d'autofinancement, le budget de fonctionnement. Cette année, on termine le budget de la métropole de manière tout à fait vertueuse. On a des excédents. Bon. Maintenant, ce n'est pas ça le fonctionnement d'une métropole qui veut devenir une métropole monde, c'est est-ce qu'on a la capacité d'investir, est-ce qu'on a la capacité d'être très rigoureux en matière de budget de fonctionnement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, les 10 milliards qui sont décrits sur l'agenda de la mobilité métropolitaine, évidemment, on ne les a pas en caisse. Mais il y a des entrepreneurs dans cette salle, moi j'en suis, quand on monte un projet de développement... Chercher les... Évidemment, on va chercher les financements, on voit également les ressorts vertueux. Si en 2025, notre territoire a réussi dans le sens que j'ai indiqué tout à l'heure, évidemment, il y a plus de recettes, etc. etc. Bon. Donc c'est toute cette dynamique. Moi, j'insiste vraiment, et je terminerai là-dessus. Évidemment, le problème du financement ne se pose pas la question est-ce qu'on a ou pas les moyens aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui l'ambition d'être une métropole monde, et deuxièmement, est-ce qu'on s'en donne les moyens. Après ça, je suis confiant, il y a beaucoup d'exemples dans le monde où des territoires ont excellé, ils étaient exactement dans la même situation que nous. Merci Monsieur Cérus, et merci à tous les 4 pour cette présentation. C'est le moment des questions, des remarques, des réactions. N'hésitez pas, on a pris un peu plus de temps que prévu, mais là vous avez remarqué, on s'approche quand même des sujets qui nous concernent de façon territoriale, de façon plus précise. S'il y a des questions, des remarques, c'est le moment. Merci. Oui, je veux une demande de précision, s'il vous plaît, Monsieur Cérus. Vous avez insisté à un moment donné sur la liberté. Vous avez dit, pour moi, la mobilité, je l'associe à la liberté. Est-ce que vous pouvez un peu préciser, s'il vous plaît, ou je peux poser la question autrement, est-ce que ça veut dire que vous avez en tête que certaines options ou certaines dispositions feraient obstacle à la liberté en matière de mobilité ? Par exemple, la question du stationnement, c'est peut-être ça aussi que vous aviez en tête. Ou, voilà, cette idée de liberté associée à la mobilité, qu'est-ce qui fait obstacle à la liberté dans votre conception ? Je suis maire de la Roque-d'Enterron. Aujourd'hui, les métropolitains, ils sont métropolitains, les rocassiers, n'ont absolument pas le choix. S'ils veulent venir à Marseille, c'est la voiture individuelle. Bon. Donc le système de mobilité qu'on développe, c'est d'abord un système qui pourra leur permettre d'avoir le choix entre ce qui existe aujourd'hui et un système avec du transport public, avec de l'autopartage, avec du covoiturage, avec tout ce qu'on veut. Donc on est là sur une réflexion sur les pôles d'échanges multimodaux. Lorsque je parlais de liberté, je disais évidemment, on ne va pas dire maintenant c'est plus la voiture, c'est obligatoirement ça et pas autre chose. On va rester dans un système il faut avoir beaucoup d'humilité quand on s'occupe de la mobilité de ces 2 millions de métropolitains sur un territoire assez compliqué. C'est de dire, notre volonté, c'est de leur donner le choix. Ils doivent pouvoir avoir le choix. Alors après que des politiques incitent parce que c'est l'intérêt général, moi je suis pour la défense de l'intérêt général. Je conçois mon rôle d'élu et d'acteur politique comme priorité, en donnant comme priorité l'intérêt général. Évidemment, il y a des politiques après auxquelles on peut parler. Mais là, j'étais vraiment très basique. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le choix et nous souhaitons leur donner le plus rapidement possible ce choix. Madame, je vous en prie. Bonjour, Samia Chabani de l'association Ancrage. Alors, je vous remercie pour l'évocation des pôles importants et peut-être ceux qui le sont un petit peu moins. Il y a un énorme patrimoine de la SNCF en bâtiment voyageurs, en gare de fret sur notre territoire.
et qui représente un potentiel de développement économique, mais aussi de développement de projets d'utilité sociale. Donc je voulais savoir aussi si c'était quelque chose qui était pris en compte par la métropole, qui représentait voilà, une orientation dans l'avenir. Ces lieux, ils ne vont pas être prédéfinis de manière définitive et rigide. On va voir comment les choses évoluent en fonction à la fois des comportements, des demandes. Bon, on bénéficie aujourd'hui de la conjonction de révolution de comportement, de révolution technologique, et puis également de révolution de gouvernance. Donc il y a tout ça aujourd'hui. Bon, donc je pense qu'on peut être tous optimistes, et vous en particulier, sur la possibilité d'inscrire dans ces lieux. Moi j'aime beaucoup les pôles d'échange métropolitains. Je ne sais pas si c'était un lapsus. Mais peut-être c'est peut-être moi. Voilà, appelons-les les pôles d'échange métropolitains. Mais ça me va très bien d'accompagner tous ensemble la façon dont ces lieux, dont les métropolitains vont s'approprier ces lieux. Pour la plupart d'entre eux, soit ils n'existent pas, soit ils vont être en profonde évolution. Toutes les initiatives, en tout cas, on est assez pour l'expérimentation. Voyons comment des idées peuvent s'appliquer, quels sont les modèles économiques. Enfin voilà, on est un laboratoire de la mobilité, je le dis à M. Amar, si ça l'intéresse, on se revendique comme tel. Comme on est parti avec un peu de retard, on considère que c'est une opportunité pour finalement expérimenter. Et ne pas faire les erreurs que les autres ont commises, peut-être. Monsieur Amar. Oui, non, je trouvais extrêmement intéressant que la vision dynamique et ambitieuse de la métropole marseillaise est comme un de ses ressources importantes, ce beau chiffre, 50 pôles d'échange métropolitains, puisque c'est la métropole en plus. Mais donc c'est très intéressant quand même d'avoir une ambition urbaine, méta-urbaine, métropolitaine, qui s'appuie sur ces questions de mobilité. Après tout, c'est pas si fréquent. Enfin, à la fois, c'est normal. En même temps, avoir un projet qui se veut innovant et ouvert, fondé sur ces questions de mobilité et de nouvelles mobilités, m'a l'air très intéressant. Donc, très bien. Je veux simplement apporter ma petite contribution, notamment aux questions qu'a posées Martin Vanier tout à l'heure. Il a fait une très belle liste de 10 points qui clarifient très bien, je trouve, mais il a fini sur des questions ouvertes. Et c'est intéressant, les questions ouvertes. Qu'est-ce que c'est qu'un pôle d'échange multimodal métropolitain? Qu'est-ce que c'est? Bon, alors, il a ouvert non seulement qu'est-ce que c'est en termes de fonction, qu'est-ce que ça fait, enfin, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce que ça fait, mais aussi en termes de sens. De quoi est-ce le design, en quelque sorte, ou de quoi est-ce le signe, de quoi ça parle, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit? Ça ne dit pas simplement l'impérium, que ce soit celui de la SNCF ou de la sidérurgie du 19e, etc. Bon, qu'est-ce que ça raconte? Bon, et les deux questions sont intéressantes, et je pense que ça a une importance quand on veut en faire le levier d'une vision novatrice et ambitieuse. Je vais simplement dire un tout petit mot sur ce sujet comme petite contribution à la question posée. À mon avis, non seulement ces pôles-là, ça va être des pôles organisateurs de la mobilité, disons, et en effet, ça en a bien besoin. Il y a des tas de choses à faire pour que ça marche bien, bon, à tout point de vue. Très important à faire. Bon. Simplement, il me semble que ce serait d'autant plus précieux d'en faire des lieux leviers de ce qui est au fond la perspective contemporaine qui est ouverte. Nous entrons dans la vie mobile. D'ailleurs, c'est le titre du forum du lieu de réflexion de la SNCF. Non, c'est pas la SNCF, c'est très intéressant. Simplement, cette vie mobile dans laquelle nous sommes entrés et nous entrons, c'est encore, pour une part, une chose ouverte et inconnue, en partie. C'est une chose complexe, elle est passionnante, la vie mobile, c'est passionnant, c'est excitant, enfin, c'est important pour le développement économique, développement social, développement urbain. Personnellement, j'y rajoute aussi le développement personnel, comme on dit pour le yoga, n'est-ce pas? Tout ça, c'est bon. Très bien. Donc, mais en même temps, c'est très ouvert, c'est inconnu, il y a des potentiels formidables, il y a des risques, ou du moins des dangers, des inconvénients. La mobilité n'est pas que heureuse. Bon. Nous entrons dans ça. À mon avis, ce serait formidable d'avoir 50 laboratoires, enfin, pas seulement laboratoire, le mot laboratoire est peut-être un peu inquiétant pour certains, disons, mais des foyers de la vie mobile, des lieux d'invention de la vie mobile, des lieux où non seulement il y a des designers et des inventeurs, mais des lieux où on écoute les pratiques. Les inventeurs de la vie mobile, c'est les gens, enfin, c'est la population qui essaye d'inventer sa vie mobile en évitant les inconvénients et en bricolant. Bon. À mon avis, avoir 50 lieux post-frontières, si je peux dire, des postes avancés, où à la fois on prend le pouls de la vie mobile, à la fois on voit quelles sont les innovations qui peuvent s'y passer,
Je trouve que ça serait donc ce qui permettrait à la fois de conserver son rôle, stabilisateur, régulateur, organisateur, gestionnaire, et en même temps de se dire la vie mobile, c'est l'espace dans lequel nous entrons, l'époque dans laquelle nous entrons. Peut-être que l'agglomération marseillaise, le site géographique marseillais, avec la Méditerranée après tout, la mobilité, ça a un sens pour Marseille, n'est-ce pas? Ça a un sens partout, mais enfin peut-être qu'à Marseille, ça a un sens avec une ouverture particulière. Peut-être que si vous en faites les Vaux 50, vos lieux d'architecture, de squelette, en quelque sorte, il faut peut-être aussi le considérer comme étant le lieu d'invention collective d'une vie mobile dans laquelle nous entrons, qui a beaucoup de promesses et aussi qui a beaucoup d'inconvénients qui vont avec. Je trouve que ça serait une belle façon d'ouvrir. Merci beaucoup, Monsieur Hammer. Finalement, la métropole comme étant un lieu d'expérimentation pour les intellectuels et les chercheurs, ce serait effectivement une belle... Voilà, on va terminer sur ce mot-là. Applaudissements, merci à tous les quatre, mais on est sur des timings un petit peu serrés.